L'homme ne vit pas seulement de pain au sens de pain de céréales, il se nourrit également du pain de la culture, qui est, selon la metteuse en scène Isabelle Starquier, un produit de première nécessité. Mais en fait, qu'est-ce la culture ? Le terme culture vient du mot latin cultura, qui désigne l'action de cultiver la terre pour récolter donc des céréales, de l'orge, du houblon, etc., pour faire de la bière. Dans un second sens, le terme culture désigne en latin toute action qui cultive l'esprit et l'âme, tant au niveau individuel que collectif. C'est Cicéron qui, le premier, ce grand rhéteur latin, utilise cultura dans ce sens-là. Car nous sommes des êtres d'esprit qui nous émerveillons, qui pensons et qui aimons. Ce sont les trois grandes catégories de l'esthétique, l'émerveillement, de la noétique, penser, et qui aimons, c'est l'éthique, grande sphère. Nous sommes des êtres qui représentons, symbolisons et communions. Nous sommes des êtres d'esprit qui contemplons, réfléchissons et évaluons. Toujours ces trois grandes catégories de l'esthétique, de la noétique et de l'éthique. Ce second sens du mot culture est à la base de très nombreuses définitions. En 1952, des anthropologues ont rédigé une liste de plus de 150 définitions différentes. Il s'agit de Alfred Gruber et Clyde Kluckhohn. Dans cette vidéo et dans la suivante, je voudrais mettre en lumière l'importance de deux domaines de la culture primordiaux pour construire le monde de l'après-pandémie, à savoir les domaines artistiques et religieux. Le domaine religieux, je le verrai davantage dans la seconde vidéo, dans la seconde escale que nous ferons dans ces grands voyages dans l'au-delà du Covid. Ces deux univers, donc de l'art et de la religion, ont été en grande partie de facto ignorés par l'alliance sacrée des experts, des politiques et de la communication médiatique durant cette crise. Elles ont été considérées comme des réalités sans doute importantes, mais qui ne relevaient pas de l'essentiel, qui n'étaient pas, pour reprendre l'expression tout à l'heure, un produit de première nécessité. La priorité absolue a été donnée à la culture scientifique et technique pour surmonter d'un point de vue scientifique et technique ce virus. Voilà. Il fallait parer au plus urgent. Il ne s'agit nullement ici, bien évidemment, de nier l'intérêt éminent des sciences et des techniques. Bien au contraire. Chaque fois que je vais chez le dentiste, je bénis la technique et la science d'avoir évolué. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de nier cela, au contraire, des éminents services qui rentrent, mais il s'agit de situer cette culture scientifique et technique à sa juste place, de prendre conscience de sa vision nécessairement limitée et paramétrée de l'humain et de la nature, ce que nous avons déjà vu dans une des vidéos intitulée les visages compartimentés, sur la question des masques aussi. Oui. Comme chacun sait, la culture scientifique n'est pas le tout de la culture humaine. Elle n'en exprime qu'une petite partie. Alors je vais vous lire ici une petite phrase, une petite citation de Dostoïevski qui est provocatrice. Donc, voilà. Mais je trouve que ça donne à penser. L'humanité, écrit Dostoïevski, peut vivre sans la science. Elle peut vivre sans pain, mais il n'y a que sans la beauté qu'elle ne pourrait plus vivre, car il n'y aurait plus rien à faire du monde. Tout le secret est là, toute l'histoire est là. Les artistes, plus que quiconque, en ont une conscience très vive, comme ça, à fleur de peau, à fleur de cœur et à fleur d'yeux. Durant le temps de la pandémie, les actions individuelles d'artistes ont été nombreuses et spontanées via
le digital, écrivains, musiciens, chanteurs, peintres. Les institutions également se sont engagées dans cette voie. Et le public, vous et moi, avons répondu présent. Les fréquentations du site d'un musée comme le Louvre, par exemple, a décuplé. Les visites virtuelles des expositions de la Bibliothèque nationale de France ont été également en forte augmentation. Les plateformes de l'UNESCO ont permis à des dizaines de milliers de personnes d'explorer le patrimoine mondial en restant chez eux, peut-être à des centaines de milliers, je ne sais pas. La Comédie Française, la Philharmonie de Paris ne se sont pas contentées de puiser dans leurs archives et de rediffuser. Elles ont instauré des rendez-vous avec des programmes quotidiens. Elles ont cherché à restituer dans l'univers du virtuel un peu de l'excitation et du lien vivant entre le spectateur et les acteurs ou les musiciens. Elles ont tenté de sauvegarder quelque chose de la relation incarnée propre au monde artistique. Ces activités artistiques donc sont à distinguer des activités de divertissement, avec ses stéréotypes et ses formats propres, comme Théodore Adorno les a décrites dès 1947, l'industrie du divertissement. James Bond n'est pas Hamlet. Il ne répond pas à la même finalité que le personnage de Shakespeare. Il offre un temps d'évasion absolument génial, enfin, pour ceux qui aime le genre, de distraction, de suspension du temps, on ne voit pas passer le temps. Il flatte et satisfait nos diverses pulsions de façon relativement légère, facile, notre imaginaire aussi. Bien entendu, un tel divertissement est utile et même précieux, surtout en temps de crise, y compris pour les personnes gravement malades. Je me souviens que j'ai été visiter il y a quelques semaines à l'hôpital une personne en fin de vie, pas pour des raisons de Covid, mais voilà, qui était très isolée. Et bien, quand je suis arrivé dans sa chambre, il était en train de rire devant un Louis de Funès. Voilà. Il riait vraiment de bon cœur. Mais le divertissement, aussi magnifique soit-il, ne suffit pas. Son pouvoir et sa fonction sont donc limités. Il ne peut pas accomplir ce qui revient aux différentes formes artistiques que sont la peinture, la sculpture, l'écriture, même les films qu'on dit du 7e art, des très grands films qui sont vraiment des films artistiques, ou bien même certaines bandes dessinées comme Tintin. Qu'est-ce à dire ? Une œuvre artistique commence par accueillir le spectateur, ou l'auditeur, ou le lecteur, dans la complexité de son existence et de celle de son époque. Il peut accueillir tout ou en partie, si vous voulez, les univers que porte le spectateur. Bien entendu, cet accueil n'est pas d'abord théorique, mais esthétique et émotif. Quand tout d'un coup on voit quelque chose, on se sent pris, oui, voilà. Ou bien rejeté aussi. Ça va dans les deux sens. Il y a un accueil-répulsion. Une œuvre d'art se livre. J'aime bien de penser à l'œuvre d'art comme une œuvre de livraison, aux yeux d'autrui, à ses oreilles, à son toucher, à sa sensibilité, à son imaginaire. Elle est une tradition. L'œuvre d'art est une tradition, au sens étymologique du terme. En latin, tradere veut dire livrer. Cette livraison est le point de départ d'un dialogue avec le spectateur, ou plus précisément d'une relation avec celui-ci en deçà des mots, ou au-delà des mots, ou alors à travers des mots. Mais ce n'est pas d'abord une relation théorique, c'est pas d'abord une relation d'ordre de la connaissance. Si vous voulez, une œuvre d'art ouvre un canal de communication, une connexion intime qui peut déboucher sur une étonnante communion, ou au contraire, comme je le disais à l'instant, une répulsion tout aussi étonnante. C'est bien d'avoir vu une œuvre d'art abstraite dans un musée, voilà, et puis tout d'un coup, là j'étais vraiment saisi et pris dans un moment de béatitude étonnante. Puis à côté, j'ai été pris dans un univers d'une angoisse pas possible. Donc il y a ce double mouvement possible. Puis il y a des œuvres d'art qui nous laissent neutres, qui ne nous touchent pas ou qui ont du mal à nous toucher. Encore que, souvent dans ces cas-là, c'est qu'on n'a peut-être pas suffisamment pris le temps d'y entrer.
ou bien on a déjà vu des choses tellement extraordinaires qu'on n'est plus disponible intérieurement. Cette livraison est le point de départ, cette livraison donc d'une œuvre d'art, et donc, comme je disais, le point de départ d'une relation. Parce qu'une œuvre d'art n'est pas simplement le miroir de l'intériorité du spectateur. Ce n'est pas une sorte d'alter ego de la subjectivité ou d'excitation de la subjectivité. En principe, si c'est une véritable œuvre d'art, elle n'enferme pas celui qui la regarde en lui-même. Au contraire, elle l'invite à une aventure dans un univers autre que le sien. Elle le regarde. Quand je vais voir une œuvre d'art au musée, je regarde, mais en même temps, je me laisse regarder par elle. Et je me laisse aussi interroger. Une œuvre d'art possède en effet son univers bien à elle, son caractère, sa marque propre, on pourrait dire son identité, qui est celle en fait de celui qui l'a peinte. Mais pas seulement. Celui qui l'a peinte aussi a accueilli en lui toute une série d'autres univers. Voyez. Une œuvre d'art est pleine de la vision et des vibrations de l'artiste qui sont tantôt paisibles, tantôt tourmentées, tantôt en fuite d'elle-même, une sorte de mise en abîme. Enfin, ce qui me frappe dans les œuvres d'art, quelles qu'elles soient musicales, qu'elles soient littéraires ou autres, c'est vraiment le sentiment d'une présence. Là, je suis en présence. Il y a une présence, qui n'est pas simplement une sorte d'objet, si vous voulez. Encore faut-il pouvoir, et surtout vouloir, être attentif à cette présence. À la disponibilité souveraine de l'œuvre d'art, encore qu'il y ait des œuvres d'art plus difficiles que d'autres, doit répondre la disponibilité du spectateur, ce qui demande un véritable effort. À certains moments, à d'autres moments, ça coule de source. De cette double disponibilité jaillit une sorte de rencontre. Soudain, comme dit Lacan, nous sommes dans le tableau. Soudain, nous sommes dans le tableau. Dans cette expérience, le spectateur est touché non seulement dans ses émotions, mais plus profondément, me semble-t-il, dans le noyau silencieux de son âme même, c'est-à-dire de son principe vital. Il est en quelque sorte visité par l'œuvre qu'il visite. À des degrés d'intensité diverses, cette visitation a lieu dans le centre le plus secret du spectateur, au creux de son être à la fois charnel et spirituel, conscient et surtout inconscient. Vous les artistes, se réjouit Benoît XVI dans une merveilleuse lettre aux artistes du 21 septembre 2009, vous les artistes, se réjouit-il, vous avez, grâce à votre talent, la possibilité de parler au cœur de l'humanité, de toucher la sensibilité individuelle et collective, de susciter des rêves et des espérances, d'élargir les horizons de la connaissance et de l'engagement humain. Voilà comment le spectateur, en lui-même, découvre de nouvelles ressources pour faire évoluer sa propre perception du monde et de lui-même. Ce qui est vrai au niveau individuel, c'est aussi vrai au niveau communautaire et collectif. Philippe Reinhardt, un présentateur belge de télévision qui travaille beaucoup dans le domaine du cinéma, a cette petite phrase délicieuse. « Grâce au cinéma, j'ai été matelot sur le Titanic. » Le spectateur subit une certaine transformation personnelle et peut ainsi devenir acteur de transformation du monde qui l'entoure. Alors, le mot spectateur, en fait, plus je l'utilisais dans la préparation de cette vidéo, plus il me laissait insatisfait. Parce que je dis, mais finalement, nous ne sommes pas vraiment des spectateurs quand nous rentrons en telle connivence avec une œuvre d'art. Donc j'essaie de trouver un mot qui pourrait convenir. En plus, en latin, speculum signifie miroir. Donc une œuvre d'art n'est pas un miroir. Donc c'est autre chose. Donc j'essaie de trouver, alors bien sûr c'est un très beau terme, mais j'essaie de trouver un autre terme et je me disais, tiens, mais finalement, le
le spectateur, au mot spectateur, il faudrait peut-être, comment dirais-je, remplacer par un autre terme que je dirais le visiteur, visité, hein, celui qui est visité. Oui. Voilà, chacun trouve les mots qu'il peut, mais c'est pour manifester cette profondeur de cette rencontre, mais entre une œuvre d'art et celui qui l'accueille. Hein. Cette visitation n'est pas seulement personnelle, elle est aussi communautaire. Une telle dimension apparaît clairement dans le cadre d'une pièce de théâtre, par exemple, jouée devant un public ou dans un concert. Oui. Aller au concert à plusieurs, il y a quelque chose. Mais aussi dans les musées, puisque ces musées rassemblent des œuvres d'art. Et puis, on fait une expérience, je pense, différente du musée lorsqu'on visite ce musée tout seul ou à plusieurs. Il y a quelque chose de spécial qui se passe quand on visite le musée à plusieurs, aussi tout seul. Enfin, ouais. À l'heure où des milliards de personnes ont été physiquement séparées les unes des autres, écrit Ernesto Ottone, directeur général adjoint de l'UNESCO pour la culture, sur le site de l'UNESCO, à l'heure où des milliards de personnes ont été physiquement séparées les unes des autres, la culture nous rapproche, elle est le lien qui nous unit, elle réduit la distance qui nous sépare. Elle permet de recréer un sentiment de cohésion et de solidarité dans l'adversité. Fin de citation. Elle opère en réalité un véritable déconfinement collectif. Visiter ensemble, nous devenons ensemble acteurs et créateurs d'avenir. Comment ? C'est ce que nous allons explorer dans notre prochaine vidéo. Je vous remercie.